Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, bienvenue au live de ce soir où on va faire un live sur la photo animalière. Donc on va le faire en parc animalier et aussi à l'état sauvage. Donc on va voir ce soir la définition de ce qu'est une photo d'animalière, les principes et règles, le matériel nécessaire, les réglages, les avantages et inconvénients les deux types de photos qu'on va pouvoir faire. Et après, on va essayer de commencer à prévoir un atelier pratique à Espace Rambouillet. Donc on verra après pour la date. Après, les idées de sortie dans les environs, tous les liens YouTube que j'ai utilisés, que je regarde régulièrement, et quelques exemples de photos. Alors la photo animalière, qu'est-ce que c'est? Donc en fait, la photo animalière, ça consiste à prendre en photo un ou plusieurs animaux sauvages. Et la déontologie en photo veut que normalement l'animal reste dans son milieu naturel, voilà, sans qu'on le perturbe par la présence humaine. Donc, c'est-à-dire en lui donnant à manger, en faisant exprès des bruits pour l'attirer vers nous. Dans le cas présenté ce soir, nous verrons comment réaliser des photos dans des zoos, des parcs ou des aquariums éventuellement, et le but étant toujours de mettre l'animal en valeur. Ah, c'est encore un mot, alors, quelques règles et principes concernant la photo de zoo. Laurent fera un petit peu le parallèle sur la photo animalière en environnement sauvage. Donc, compte tenu de l'habitude que l'animal a de subir la présence de l'humain, les animaux n'ont pas du tout le même comportement en zoo, en environnement clos, qu'au milieu sauvage. Donc vous pouvez faire du bruit, ils ont l'habitude de nous voir, donc ça va être compliqué en fait de faire de la photo une photo originale. Voilà. Pour réussir de belles photos, idéalement il faut que vous placiez votre appareil au niveau de l'œil de l'animal, à la même hauteur, évitez d'être trop bas ou trop haut. Il faut faire la mise au point sur les yeux. C'est un petit peu compliqué, mais c'est plus facile dans un environnement domestiqué qu'en milieu sauvage. Donc il faut être patient si on veut avoir une posture qui est originale et qui sorte un petit peu de l'ordinaire, sachant que dans un zoo, les animaux sont souvent couchés et sont peu actifs. À travers les vitres aussi, il va falloir trouver le meilleur angle ou la meilleure position pour éviter les reflets. Sinon, il faut, comme sur la photo en bas à droite, vous pouvez utiliser un filtre polarisant ou opter pour un lens hood. Donc il coûte entre 10 et 20 € à peu près. Voilà, ça évite en fait de subir les effets de réflexion de la vitre. Essayez de trouver un bon arrière-plan qui vous permettra de cacher éventuellement les grillages, les parois extérieures que l'on peut voir dans un zoo ou des bâtiments. Et surtout, ne pas hésiter à faire des plans plus rapprochés, plus serrés pour éliminer justement les arrière-plans qui peuvent nous gêner. Alors, à l'état sauvage, donc les animaux, comme vous le savez, ont peur de l'être humain. Donc il va falloir arriver sur des œufs, il va falloir faire très très attention. Parce qu'en fait, les animaux connaissent bien tous les endroits où ils se baladent habituellement. Et dès qu'ils voient un être humain, ils ont tendance à se sauver et à ne pas revenir tout de suite en tout cas. Donc il va falloir faire très attention à toutes les... déjà, il va falloir savoir comment les connaître, savoir quel type animal passe par des endroits bien particuliers. Donc là, avec des traces, on peut voir des coulées, toutes sortes d'empreintes, des marques sur les arbres par exemple. Donc il faut également s'habiller en conséquence. Faire attention à toute l'odeur qu'on peut dégager, donc on peut arriver propre mais pas en sentant le parfum, en mettant du gel dans les cheveux ou des choses comme ça, parce que ça ils vont le détecter de très loin. Bien faire attention à tout ce qui est vêtements, les couleurs des vêtements, donc avoir des tenues camouflage ou se cacher dans des affûts, des choses comme ça. Donc c'est-à-dire que s'il neige, ne pas venir avec des vêtements verts. C'est ça. Comme ça m'est arrivé. Ouais. Voilà. Faire attention surtout à la position du vent.
parce que le vent, c'est vrai que c'est aussi très important. Si vous avez le vent dans le dos, bah déjà toute votre odeur va partir devant vous, et déjà vous avez peu de chances de voir quelque chose arriver devant vous. Il y a aussi enfin après on va passer après, mais en gros il y a déjà euh, par principe pour faire une belle photo il faut qu'on mette le niveau du capteur au même niveau que les yeux de l'animal. Donc et si possible faire la mise au point sur les yeux de l'animal. Comme pour la photo de zoo alors. C'est ça. De toute façon après parce qu'en fait si vous faites une photo en surplomb, c'est comme si vous faites une photo de votre chien, c'est pas très très intéressant. Par contre, si vous vous rabaissez, vous êtes au même niveau que lui, vous allez faire une photo vraiment très très jolie. Et puis surtout, vous allez avoir des effets comme si c'était un peu dans son milieu. Donc c'est très intéressant d'avoir ce type de photo. Et bien sûr, mise au point sur les yeux, ce qui n'est pas forcément évident pour les animaux qui sont en mouvement. Voilà. Donc avant de faire une photo, il faut déjà trouver, son sujet. Donc on peut très bien se balader dans les bois, voir plein de choses, mais ce ne sera pas forcément évident de tomber sur des animaux qui nous intéressent parce que bien sûr, faut les connaître. Donc tout ça, il faut regarder des vidéos, se renseigner, regarder des tutos, toutes sortes de choses. Vous regardez dans les YouTube, toutes les vidéos YouTube que je vais vous présenter après, vous allez voir, il y a plein de choses intéressantes. Et en fait, pour faire un animal bien précis, il faut bien le suivre, il faut bien savoir comment il vit, ce qu'il peut manger, à quelle période il ressort le plus, tout ça. Et tout ça, ça s'apprend pas forcément comme ça, c'est pas juste en utilisant un appareil photo. Donc il faut savoir savoir se renseigner et chercher plein d'informations. Ensuite, il faut essayer de se placer quand c'est les animaux sauvages. Donc quand vous êtes dans un zoo, c'est facile. À la limite, vous avez toujours des places à peu près définies. Par contre, quand vous êtes les animaux sauvages, il faut aussi non seulement faire attention au vent, mais aussi faire attention au lever du soleil, au coucher du soleil. Parce que si vous vous retrouvez en plein contre-jour, c'est pas forcément le plus intéressant. Donc il va falloir aussi trouver non seulement vous avez la contrainte du vent, contrainte du soleil, de la lumière, comment elle va arriver. Donc il va falloir trouver une bonne place. Des fois c'est pas forcément évident parce que il y a des fois d'autres photographes qui savent très bien comment se placer pour avoir les bonnes places et puis vous arrivez après ou des fois vous n'avez pas de place du tout. Et puis des fois je sais pas si vous voulez faire le martin pêcheur par exemple, vous n'allez pas avoir peut-être d'emplacement où l'animal va être en plein soleil ou en tout cas à la lumière. Donc ça va pas être très évident et ça c'est peut-être le plus compliqué à trouver. Voilà. Ensuite les meilleures périodes pour voir les animaux, c'est surtout le matin, au lever du soleil, ou le soir au coucher du soleil. Alors après on peut en voir toute la journée, mais en fait on peut en voir toute la journée, mais après, il faut bien les connaître. Il faut être sûr de bien connaître l'animal, savoir où ils sont habituellement, où est-ce qu'ils dorment l'après-midi, et ce genre de choses. Par contre, dans ces cas-là, il ne faut pas chercher trop à les embêter. Et puis, comme à certaines périodes de l'année, l'hiver, par exemple, quand il fait froid, pour eux, c'est compliqué à trouver de la nourriture. Donc, il ne faut pas forcément leur courser après, les embêter, parce que ce n'est pas forcément évident. Ils peuvent mourir parce qu'ils n'ont pas pu manger en journée. Donc, il faut penser à une première chose, c'est surtout respecter l'animal. Ensuite, quelques règles pour pouvoir voir des animaux sans trop les déranger. Donc, il y a plusieurs types d'affûts qu'on peut faire. Donc, il existe les affûts permanents, donc réalisés avec des feuillages, des branches, des trucs qu'on peut faire, qu'on peut avoir quasiment toute l'année, où on a juste à aller se mettre dans un trou qu'on a créé avec ces feuillages-là. Donc ça, c'est ce que je fais souvent. Donc, je peux faire ce type d'affût-là. Et donc là, après, vous avez juste à mettre un filet par-dessus pour vraiment bien vous cacher. Et puis après, normalement, vous êtes tranquille, vous pouvez voir plein de choses passer. Bon, par contre, il faut être très très patient, bien entendu, parce que les animaux, ils viennent pas en claquant des doigts. Hein. C'est pas dans un zoo, donc ils sont pas là pour faire une démonstration devant vous. Ils sont là, ils cherchent à nous éviter. Donc, si vous êtes placé du bon côté, vous avez la bonne lumière et tout ça, et vous avez la chance de les voir passer, c'est impeccable, mais bon, c'est pas toujours évident. Ensuite, il y a des affûts tout faits. Donc il y a des affûts en tunnel, affûts avec des sièges. Tout est compris dedans. Vous avez juste l'affût avec le siège, je crois que tu en as eu. Ouais. Tu en as un. Donc c'est un truc qui se ferme comme ça. Donc voilà, vous pouvez vous placer au bord des étangs, au bord d'un champ. Moi je ne vous conseille pas de vous mettre au bord d'un champ, mais plus dans la forêt quand même, plus dans un buisson, par exemple, un peu comme cette photo-là. Comme ça vous permet de ne pas sortir de... Parce qu'en fait, les animaux connaissent aussi les lieux. Donc,
s'ils voient un truc inhabituel, ils vont pas forcément s'approcher, donc ils vont peut-être avoir peur. Donc il faut essayer de se fondre dans la nature, dans le feuillage, pour être sûr de passer inaperçu. Après, vous avez ce type d'affûts-là qui sont assez payants et qui coûtent relativement cher. Et après, moi ce que je fais, c'est que des fois une cordelette et un bout de filet, et puis c'est bon, je suis caché, quoi, hein. Après, le seul problème quand vous faites ce genre d'affût-là, celui-là, bah, c'est qu'en fait, si vous êtes derrière et que vous êtes éclairé par la lumière, c'est que vous avez tendance à être plus brillant, plus lumineux que le filet. Donc vous allez ressortir du filet. En fait, on va vous voir à travers le filet. Donc l'idéal, c'est de se couvrir un peu ou de faire une zone d'ombre pour être caché complètement. Ça fait qu'en fait, on ne vous voit pas du tout. Et l'animal ne vous voit pas du tout. Après, il existe les affûts flottants, donc comme celui-là qui est tout en haut à droite. Et là, ça justement, c'est l'intérêt, c'est de faire des affûts qui sont vraiment à ras de l'eau. Et là, vous avez des effets avec des effets de lumière et de... Alors ça, c'est le top du top. Bon, après, le problème de ce truc-là, c'est que cet affût-là, en fait, il faut avoir les autorisations pour aller sur les étangs. Parce qu'en fait, là, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut se mettre dessus. La plupart, c'est des étangs privés. Les étangs... je ne connais pas trop d'endroits. J'y pense beaucoup à cette idée-là, mais en fait, j'ai pas beaucoup d'endroits où aller. Après, il y a des choses un peu plus simples comme affût, c'est l'affût roulant. En fait, c'est la voiture. Moi, je l'utilise beaucoup. J'ai encore fait hier soir, j'ai fait un petit chevreuil hier soir, il était à 25 mètres de moi, une vingtaine de mètres à peu près. Après, voilà, donc ça, c'est très très efficace. Donc moi, des fois, je fais aussi les rapaces. Je suis dans ma voiture, je mets un filet sur le côté de la portière et je suis caché derrière ce filet-là et j'attends. Et j'attends que les rapaces passent ou d'autres choses. Ça peut être aussi des fois, ça m'est déjà arrivé de voir des chevreuils passer. Après, vous avez un autre type d'affût, qu'on verra un peu plus loin en photo, ça s'appelle la ghillie. Donc là, c'est un peu les tenues de commando. Donc ça, c'est vraiment très très efficace. Et l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de vous trimballer avec des sacs à dos. Vous n'avez qu'une ghillie et votre appareil photo, un trépied ou pire, peut-être un petit filet histoire de cacher un peu le trépied et la forme de l'appareil photo, et puis voilà, le tour est joué. Maintenant, après, il y a des choses simples. Si vous voulez faire voir des photos animalières, faire des photos animalières et voir des animaux, vous vous mettez à la lisière d'un bois, avec une vue sur une grande plaine par exemple, vous vous placez là, vous faites un petit affût tranquille comme avec une petite cordelette et un petit filet, vous vous mettez de telle manière que vous êtes caché derrière, vous attendez un petit peu, et puis si vous êtes au coucher du soleil, vous avez des chances de voir des choses, des animaux sortir ou rentrer du bois, et voilà, donc alors généralement quand je me place dans un coin, le bruit qu'on fait en s'installant, en fait, on génère tellement de bruit qu'en fait, beaucoup d'animaux s'en vont, ça peut être des oiseaux, des choses comme ça. Et des fois, au bout de 45 minutes, 1 heure, bah, ça commence à revenir. Alors, je parle surtout des oiseaux. Les mammifères, bien entendu, ça met du temps à revenir parce qu'ils se doutent bien que vous êtes dans le coin, donc bon, il ne revient pas tout de suite. Mais les animaux, déjà, les oiseaux, si vous voulez faire du martin-pêcheur, déjà, ça peut être intéressant, déjà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, alors oui, donc là j'avais une petite affiche à vous montrer quand même, je pense que ça c'est un truc que j'ai déjà vu. C'est avis aux humains, ce bois est propre, son écosystème est entretenu par les animaux, vous êtes priés de vous comporter comme eux. Donc je pense que c'est une bonne petite pancarte qui veut dire tout qui veut bien dire ces choses, c'est qu'en fait on se comporte un peu comme des sauvageons dans les bois, donc vous êtes priés de vous tenir correctement. Parce que c'est vrai que quand il y a des gens qui se promènent avec leurs enfants et les gamins ils prennent des morceaux de bois, qui tapent dans les troncs d'arbres, ça fait un raffut, bah, je peux vous dire qu'il n'y a plus grand chose qui reste autour de l'étang ou dans les bois. Donc je pense qu'il faut faire très attention aux animaux. Donc eux ils connaissent très bien leur territoire, mais dès qu'on est là, bah, en fait ils fuient, quoi. Il n'y a plus rien, quoi. Donc, et notamment quand arrive la période des naissances, surtout bah, pas voilà. déranger un enfant. Si vous voyez par exemple, vous baladez dans c'est une bonne idée, c'est vrai que c'est la période en ce moment des naissances des faons. Si vous voyez un faon, n'y touchez pas, parce que si vous y touchez, leur mère ne s'approchera plus et il mourra de faim. Donc en fait, les animaux, faut les laisser en paix, regardez-les, mais ne les embêtez pas. Et je pense que c'est ça. Hein. Donc, quand vous vous déplacez, par exemple, faites bien attention où vous marchez. Moi, ma méthode de déplacement, en fait, je l'ai un peu mise ici. C'est qu'en fait, moi, quand je vais dans les bois, en fait, je rentre dans le bois et je rentre tout doucement. Je fais 25 à 50 mètres, je m'arrête. Et j'écoute le bois, j'écoute tous les bruits que je peux entendre. Des fois, ça m'arrive de rentrer dans le bois, rester 10 minutes, à chaque pas faire 10 minutes d'arrêt entre chaque pas, entre chaque 25 ou 50 mètres. Et j'écoute à chaque fois, je prends mon temps, j'écoute. Et des fois, vous voyez des choses.
Des fois, vous voyez qu'il y a même un chevreuil qui est sur le bas-côté, en train de vous regarder. Ça m'est déjà arrivé de me retrouver à une dizaine de mètres d'un chevreuil qui me regardait. Donc j'ai trouvé ça. Et après, le but, c'est de ne pas lui faire peur. Et je lui ai pas fait peur. Donc je suis rentré dans le bois, je l'ai pris en photo. Au début, je ne l'ai pas fixé tout de suite. Quand je l'ai vu sur le bas-côté, j'ai continué à avancer. Et en fait, je suis resté dans ma position, dans le sens de ma marche. Je me suis relevé, je me suis dirigé vers lui, j'ai pris ma photo. Je suis revenu et je suis reparti. Et il n'a pas bougé. Et il était une dizaine de mètres de moi. Donc je pense que quand on fait attention, je pense qu'on peut voir des animaux de très très près sans forcément les gêner. Alors, je pense qu'il était mort de peur, mais après je pense que et j'en ai encore vu un hier soir et franchement il n'est pas parti. Je suis parti et quand je suis reparti, je l'ai vu à travers les bois qu'il était encore là. Donc je lui ai pas fait peur. Donc je pense que c'est ça. C'est une bonne façon de voir les animaux et de pouvoir faire des photos. Et j'ai réussi à faire mes photos. Pas forcément 50 000 photos, mais je fais 4-5 photos. Ça suffit largement. Voilà. Pareil, quand je suis souvent, ça m'est déjà arrivé d'être au bord de l'étang, d'attendre le martin pêcheur par exemple, et en fait derrière, j'entends des bruits derrière moi, je vois des écureuils qui jouent dans les branches. Ou je vois par exemple à ma gauche un écureuil, je parle de véhicule, je vois un écureuil qui descend, qui était sur une branche, qui descend au bord de l'eau et qui boit avec le reflet de l'eau. C'est sûr que si mes yeux pouvaient faire des photos, je ferais des super photos, mais malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Donc, si j'avais voulu, j'aurais pu essayer de tourner mon objectif, mais je pense que, vu que je suis pris à chaque fois dans des sortes d'affûts, où je me protège, j'essaie de tout camoufler, donc du coup, j'aurais pas pu le faire. Par contre, j'ai vu des belles choses. Donc, je pense que dans la sortie animale, la photo animalière, il y a la photo, mais il y a aussi voir les animaux. Et je pense qu'il faut surtout respecter les animaux. À toi, parce que j'en ai marre, je suis fatigué. Alors, slide, allez. Alors, concernant le matériel, donc là on va voir le matériel, que ce soit pour le zoo ou pour la partie sauvage. Donc, concernant la photo de zoo, on peut utiliser tout type d'appareil, que ce soit un compact, un réflexe, voilà, peu importe, on peut tout utiliser. En termes de focale, par contre, pour les animaux qui sont en extérieur, il vaut mieux utiliser des zooms qui aillent de 200 à 400 mm. Et avec, par contre, si vous prenez sur un aquarium ou un vivarium, il faut qu'on slide à chaque fois, là c'est un peu compliqué. Et concernant les photos que l'on doit prendre à l'intérieur, donc souvent c'est des vivariums, des aquariums, là effectivement vous prenez un objectif avec une petite focale de 17-50. J'ai fait l'expérience au parc de Rambouillet, à l'espace Rambouillet, de venir avec un 18-55 pour aller faire du cervidé. Comment vous dire que je n'ai absolument rien vu. Voilà, donc je me suis sentie très 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 ridicule ce jour-là. Voilà, donc du coup j'ai investi. Et pour supporter les zooms de 200 mm à 400 mm qui peuvent être lourds, un trépied ou un monopode. Le trépied si vous êtes plus en statique, le monopode si vous voulez marcher et pouvoir shooter vraiment à l'instant T, le monopode est plutôt pratique. Voilà. Et le trépied, c'est plus pour les périodes d'attente, si on veut obtenir une meilleure posture de l'animal. Pour les focales un petit peu courtes, ce que vous pouvez faire pour combler le manque de distance, c'est de prendre un multiplicateur de focale, un x 1,4 ou un x 2. Faudra juste faire attention, vous perdez un petit peu de luminosité sur la partie 1,4 et si vous êtes en multiplication de 2, vous perdez et de la lumière et un petit peu de piqué. Voilà. Et si vous êtes sur un trépied, désactivez la stabilisation du boîtier et de l'objectif. Maintenant c'est le matériel pour l'étachonnage. Alors, pour la partie sauvage, donc là, c'est pas comme l'animalier, donc on peut pas trop s'approcher des animaux. Ou alors, faut être. C'est pas comme l'animalier, c'est pas comme le zoo. Comme le zoo. Donc, on est obligé d'avoir une bonne focale, et si possible très lumineux, puisque généralement, on a vu que c'était souvent le matin et souvent le soir. Donc, il faut quand même une bonne focale et très très lumineuse, donc style 2.8 en fait, voire au pire f4, mais bon, déjà, du 2.8 c'est plus que bien. Voilà, donc apparaît la focale, 300-400 mm 2.8, c'est pas mal. Après, je pense qu'à bout d'un moment, moi j'ai déjà fait le sanglier, je l'ai fait tellement près qu'en fait il était en gros plan, donc je pense que même un 200 mm de 8 déjà, je pense que ça peut être pas mal. Voilà, donc au moins pour débuter. Après, il faut un appareil photo avec une bonne rafale, une bonne montée en ISO. Donc les bonnes montées en ISO, normalement, c'est tout ce qui est plein format.
Ensuite, alors je reviens aussi sur la focale. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'en fait, bon, pour les grosses focales, ça coûte très très cher. Et l'idéal, en fait, c'est de peut-être passer par l'occasion. Moi, je suis passé par le marché de l'occasion. Je trouve ça quand même un peu mieux, parce que vous avez déjà au moins une garantie, plutôt que d'acheter sur le bon coin. Je déconseille complètement le bon coin d'ailleurs, parce que je trouve que c'est un peu. Il y a pas mal d'arnaques. Hein. Ensuite, si, mettons, vous avez un 402.8 ou un 302.8, vous avez la possibilité de mettre des multiplicateurs de focale. Donc, Laetitia nous a parlé des fois 1,4, des fois 2, et j'ai déjà vu des trucs x3. Alors, à mon avis, x3, je pense que c'est même pas la peine, parce que je pense qu'en perte de piqué, en perte de luminosité, ça va être impressionnant. Moi, personnellement, j'utilise un x1,4, j'ai un x2, mais je m'en sers quasiment jamais. Voilà. Après, pour les sorties à l'état sauvage, donc moi, je prends un trépied relativement lourd. Plutôt qu'un monopode, donc c'est parce que je fais surtout pas mal d'affûts. Donc, des fois je fais pas mal de billboard et puis au bout d'un moment quand je suis fatigué, je fais un petit affût, je me mets à un coin et puis je regarde ce qui se passe. Donc du coup c'est Peut-être traduire ce qu'est la billboard pour les personnes qui ne connaissent pas. alors la billboard c'est de la marche à pied. En fait c'est vous balader avec votre appareil photo et puis donc assez léger normalement et puis si vous faites que ça c'est assez léger juste avec l'appareil photo, tenue de camouflage et vous baladez aux bordures de bois, des choses comme ça. Histoire d'arriver à avoir du gibier. Alors là, je sais pas, j'ai mis sec à billes. Bah oui, c'est ça. Ah oui, oui. C'est le. Ouais, ok. Je reprends le truc. Donc en fait, quand vous êtes dans l'affût roulant, comme celui-là, là, pour éviter d'abîmer votre portière, vous avez des secs à billes. C'est des petits affûts qui se mettent de chaque côté sur la portière, en fait. Et en fait, vous pouvez mettre votre objectif dessus, du coup, ça évite de rayer. Et en plus, vous vous retrouvez à peu près au même niveau. Votre objectif se trouve à peu près au même niveau que vos yeux. Vous n'avez pas besoin de vous faire contorsionniste. Donc, du coup, c'est pas mal. Après, quand vous avez un bon trépied bien lourd, parce que vous avez de la charge à mettre dessus, vous avez aussi les têtes de trépied. Alors, vous avez des têtes pendulaires. Je pense pas que j'en ai mis ça. Tête pendulaire pour les trépieds lourds, c'est évite qu'ils tombent. Quand ils sont assez équilibrés, ça a tendance à rester stable. Et c'est évite qu'ils tombent comme les têtes boules. Rotule boule. Comme les rotules boules. Donc du coup, c'est quand même un peu plus. Vous avez 5-6 kg dessus, c'est mieux d'avoir ce type de trépied. Voilà. Ensuite, les vêtements, c'est tenue de camouflage, tenue sombre, des gants. Sauf dans la neige. Bah oui, bien sûr, mais. La tenue sombre, je parle surtout dans la partie bois, on n'a pas trop de neige dans le coin, mais. Donc des gants, bonnets, casquette, chapeau, cagoule, bandana, ghillie. Donc la ghillie, je crois qu'on l'a vu avant. Non. Non, je sais plus où elle est. Il y avait une ghillie à un moment donné. Et donc ghillie, après siège affût. En fait, il y a plein de systèmes. En fait, le but c'est de se cacher. Donc il y a plein de types de. C'est où l'affût, ou se cacher soi-même. Voilà. Et puis des fois, vous n'êtes même pas camouflé, ça vous passe devant. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Autre accessoire indispensable pour moi, un siège, parce qu'il faut penser à son petit confort. Hein, quand vous faites un affût pendant 2-3 heures et que vous êtes accroupi, vous n'allez pas tenir longtemps. Donc il faut penser à son petit confort, donc un petit siège, peut-être à boire, peut-être à manger. Si vous avez emmené à manger, vous ouvrez vos barres de céréales ou choses comme ça pour pas faire trop de bruit, parce que des fois, ça se trouve à quelques mètres de vous. Voilà, filet de camouflage, des batteries pleines, des cartes mémoire en plus, des housses étanches quand il pleut, parce que moi je sors quand il pleut aussi. Voilà, donc moi j'avais tout mon matos ici, donc j'avais mon siège, mon sac, mes filets, j'ai ma boîte à piles et à batterie, j'ai une caméra, comment ça s'appelle ça ? Caméra de détection d'animaux, mes bonnets, mes gants, plein de trucs, filets, un couteau, des petites clés pour pouvoir resserrer le trépied, des petites barres de tempes. En fait, des fois, je me plante mes petites tempes là. Je me plante ça, j'ai juste à mettre mon filet par-dessus. Mais au final, la cordelette, ça suffit largement. Voilà. Donc, déjà, rien qu'avec ça, vous faites pas mal de petites choses. Et puis après, mais déjà rien que le filet et puis une petite cordelette, je pense que c'est pas mal. Donc ça, c'est les styles siège affût, où il y a, je sais pas, on dirait la présidente dedans, mais je suis pas sûr. Je crois que ça va. Ouais. Si tu zappes le truc. Ouais, ça va.
Alors concernant les réglages de la photo de zoo, dans le cas où votre sujet est sombre sur une zone claire, pensez à surexposer vos photos, sinon ça va un petit peu gâcher les choses. Donc vous vous mettez en priorité ouverture parce que y a peu de mouvement généralement quand vous êtes en photo de zoo, sauf quand il y a la période éventuellement de nourrissage. Là, ça peut être un petit peu plus... il peut y avoir un peu plus de mouvement, donc là, vous pouvez vous mettre en priorité vitesse. Mais dans l'absolu, souvent, ce sera la priorité ouverture. Voilà. Et en plus, en mettant en priorité ouverture, vous flouterez un maximum la partie grillage. Donc, vous pourrez pas mal les estomper et vraiment mettre l'accent sur votre sujet animal. Voilà. Si l'animal est suffisamment éloigné, si les grillages sont suffisamment éloignés entre le sujet et votre appareil photo, là, vous pourrez complètement effacer la vue du grillage. Par contre, si l'animal est collé au grillage, comme souvent tout ce qui est volatile, c'est plutôt près, parce que les enclos sont plutôt étroits, là, pour le coup, vous ne pourrez pas flouter le grillage, il sera toujours visible, quoi. Et là, vous aurez la problématique de pouvoir faire la mise au point sur l'animal et non sur le grillage. Donc là, une bonne carte mémoire bien pleine pour en faire plusieurs, c'est bien. Concernant les collimateurs, sélectionnez une petite zone ou un point si le sujet est suffisamment près. Ne prenez pas la grande zone, ça sert à rien. Et si l'autofocus n'accroche pas, n'arrive pas à faire la mise au point, agrandissez la zone. Voilà. Et concernant l'autofocus, il faut se mettre un AI cerveau pour les Canon et AF continu pour les Nikonistes. Voilà. Bon, pour la partie sauvage, bon, c'est à peu près la même chose. Hein. Pensez à surexposer ces photos si vous avez des oiseaux, par exemple, en vol et que le ciel est très clair. Donc là, ça évitera que ça permettra à l'animal d'apparaître beaucoup plus clair. Vous allez cramer le ciel, mais bon, après, ça, c'est pas trop grave. Moi, je préconise alors moi, je suis en mode manuel, mais je préconise quand même de régler la vitesse et je suis toujours au minimum de l'ouverture. Après, ça m'arrive de passer un peu plus au niveau de l'ouverture, mais tout en gérant plus la vitesse que l'ouverture. Ça me permet au moins, comme ça, quand c'est des animaux dans des champs, par exemple, je sais pas, des cervidés ou des choses comme ça permet d'avoir une grande zone de netteté, parce que c'est pas évident quand vous êtes à ras de la hauteur des plantations, de pouvoir faire pile poil la mise au point sur l'animal. Donc du coup, ça me permet d'élargir la zone, la profondeur de champ, et du coup d'être quasiment sûr, ou moins d'avoir moins de pertes au niveau des animaux, c'est ce que je peux prendre en photo. Les ISO, moi je les mets en automatique. Donc ouverture au maximum. Donc voilà, donc, sauf si vous désirez avoir une profondeur de champ plus importante, mais bon, normalement, vous devez faire ressortir le sujet. Donc normalement, la profondeur de champ doit être minime, et pour faire juste l'animal qui vous intéresse, et pour tout le reste, il y a un beau flou derrière, avoir un beau flou derrière. Alors étant donné comme généralement les photos on les fait au coucher ou au lever du soleil, donc la luminosité varie quand même assez rapidement, et puis il faut que ce soit un peu de nuages, des choses comme ça. Il va falloir refaire assez régulièrement les réglages, les paramètres, parce qu'en fait, sur 10 minutes, si le soleil commence à se coucher, en 10 minutes, la luminosité va baisser d'un coup, donc du coup, il va falloir réadapter ces points, et peut-être faire des concessions sur la vitesse, par exemple, on était peut-être à 1 millième de seconde, peut-être passer à un 300e ou un 320e, ou chose comme ça. Parce qu'en fait, on ne peut pas tout avoir, donc il va falloir faire un choix dans ce qu'on veut faire, ou on fait des photos floues, et on fait un centième de seconde, ou alors on passe un peu plus vite, et il va falloir monter en ISO, il va falloir compenser tout ça. Donc forcément, il va falloir faire des concessions, mais en tout cas avec les différences de luminosité, il va falloir forcément refaire ces réglages. Donc après, ce sera à vous de voir par rapport à vos réglages, et adapter par rapport à ce que vous faites. En tout cas, les collimateurs, quand vous faites un animal qui est figé, style le bouvreuil en bas à droite, là, et là il est figé, donc vous pouvez me prendre un point de zone de netteté, comme ça vous faites un point. Il essaie de faire la mise au point sur une petite zone. Par contre, quand c'est des animaux en vol, il faut prendre des grosses zones. Comme ça, déjà, vous pouvez faire du suivi en vol. Alors que si vous faites un point, c'est un peu mort, quoi. Enfin, c'est un peu compliqué. Sauf si vous êtes super fort, mais même en plus, avec un trépied, tout ça, c'est pas toujours évident. Moi, je conseille de prendre une assez grosse zone.
Maintenant que les nouveaux mirrorless, ils font directement la mise au point sur l'œil. Donc ça, c'est quand même pas mal. Mais bon, j'ai un mirrorless. Alors, pour l'autofocus, donc comme la partie zoo, AI cerveau, de toute façon, je pense qu'en règle générale, il vaut mieux être sur AI cerveau. Vous êtes sûr qu'au moins, si l'image bouge, bah, au moins, il fera la mise au point en permanence. Et AF continue pour les Nikon, n'est-ce pas GG? Donc après, si vous shootez des animaux en vol, par exemple, des oiseaux, des choses qui bougent, des chevreuils qui courent ou je ne sais quoi, moi je vous conseille de vous mettre au minimum un 500e de seconde, minimum. Et après ça dépend de votre focale, normalement on est 1 sur la focale pour pas avoir de flou. Moi je préconise quasiment le double, moi je suis plutôt à 1 millième dès que je peux. Hein. Enfin, de toute façon plus on va vite mieux c'est, hein. Plus on pourra figer le mouvement et moins il y aura de flou. Donc voilà, donc déjà ça, après ça c'est si vous pouvez, et si vous pouvez pas, si ça vous évite de... Après si vous montez trop dans les ISO, bah après les ISO ça peut se gérer encore, mais le bruit ça peut encore se gérer. Mais bon après la vitesse quand c'est flou, hein. D'ailleurs j'ai vu un post il n'y a pas très longtemps là sur un truc, là, c'est sur Topaz. Donc enfin bon. Il fera un autre atelier sur Topaz. Donc après pour tout ça c'est pareil, quand vous voulez faire une sortie, il faut préparer votre sortie. Donc c'est pareil, il faut prévoir le lieu. Déjà, vous commencez à vous dire dans votre tête où est-ce que je vais aller demain, qu'est-ce que je peux faire. La dernière fois j'étais là, j'ai rien vu, ou alors l'animal il était plus par là-bas, peut-être que je me décale plus par là-bas. Il faut déjà anticiper les lieux où on veut se placer. Après, il faut faire son checklist matos, savoir ce qu'on va emmener. Si on sait qu'on va marcher pendant je sais pas combien de kilomètres et qu'on a 10 kilos sur le dos, bah, peut-être essayer d'alléger un peu. 1 kilo de moins, des fois ça peut faire du bien. Prévoir les vêtements, accessoires. Vérifier tout ce qu'on a sur l'appareil photo, qu'on n'ait pas oublié des batteries ou la carte mémoire, que tout soit chargé, voilà, plein de choses comme ça. Donc ça c'est des petites choses à penser, mais en fait c'est primordial. Si vous arrivez au milieu des bois et que vous n'avez rien, vous n'avez pas de quoi shooter, c'est pas tellement intéressant. Donc voilà, je pense que là, vérifier les paramètres APN, ça c'est pareil, c'est vérifier si vous êtes en ISO auto, dans les modes où vous aviez habituellement, si vous êtes à F32, un centième de seconde, puis vous voulez faire le lièvre qui court, c'est mort. Voilà, donc il faut tout vérifier avant de partir, vous vérifiez vite fait, ou au moins dans la voiture, avant de descendre dans la voiture. Vous vérifiez vite fait vos réglages de base, vous mettez au moins un 500e, ISO auto, des choses comme ça, et ouverture au minimum, et déjà vous êtes quasiment prêt. Voilà. Et puis moi je dirais, il faut bien vérifier avec le sanglier Didier Paradis qu'il est bien à l'heure aussi pour le rendez-vous. C'est important ça. Alors, concernant les avantages de la photo de zoo, le premier des avantages, c'est que c'est facile en fait de les trouver. Hein. Ils sont en enclos, donc tu peux slider. Merci. Donc voilà, il n'y a pas besoin de passer 3 heures à chercher l'animal. Vous faites de la photo de jour, donc du coup pas besoin d'avoir des objectifs qui coûtent une fortune parce que F400 de 8 qu'il faut vendre un bras ou un rein pour pouvoir se le payer. On n'a pas besoin de connaître son sujet non plus. Hein. Il n'y a pas d'histoire de couler, il n'y a pas besoin de devenir un petit peu naturaliste pour savoir où sont passés les animaux comme un état sauvage. Donc effectivement, c'est vraiment à la portée de n'importe qui. Voilà. C'est des photos comme tout le monde aussi. Après, ça reste des photos comme tout le monde. Voilà. Les animaux n'ont pas peur de l'humain, donc du coup, ils vont pas fuir. Mais c'est sûr que côté, par contre, frustration, vous n'allez pas en avoir comme par exemple sur l'animalier, où l'animalier, vous pouvez faire 1, 2, 3, 4 sorties sur du sauvage, où vous pouvez ne pas voir grand-chose. Alors que là, effectivement, vous êtes certain de repartir avec des clichés, alors peut-être pas super originaux, mais au moins, vous êtes, en tout cas pour se former à la photo animalière, c'est déjà un premier apprentissage et un bon apprentissage. Et nous, on a la chance quand même d'habiter à côté de l'espace Rambouillet, où on a quand même des animaux en semi-liberté, où quand même, pour s'exercer, c'est plutôt pas mal. Puis surtout qu'on a des jours où on est tout seul dans le parc. On est une vingtaine dans le parc. Oui, tout à fait. 180 hectares que pour nous, c'est pas mal. Ouais. Donc en termes d'équipement, que ce soit en objectif, en matériel pour se camoufler, tout ça, en fait, on en fait abstraction. Donc ça fait quand même des économies, on peut utiliser un simple réflexe. Voilà, c'est quand même beaucoup plus abordable pour le commun des mortels et pour les gens qui veulent juste apprendre à manipuler leur appareil photo sans aller se spécialiser dans de la photo animalière et aller dans le dur, quoi.
Donc vous avez aussi le temps de faire votre photo, de travailler sur vos réglages. Hein. L'animal est là, hein, il est dans un enclos, donc vous pouvez, voilà, on a le temps, on peut tester. Ah bah tiens, là je vais le mettre en F5, je vais voir ce que ça donne. Bon, je vais aller tester voir ce que ça fait en 5-6. Voilà. Et puis vous pouvez attendre qu'il y ait moins de personnes devant vous pour faire une photo sans personne. Vous avez vraiment le temps. Voilà. Donc il n'y a pas de problème de sens, de sens du vent ou de dehors. Voilà. Donc ça c'est pour les avantages. Et donc pour les inconvénients. Pour les inconvénients, donc là vous allez peut-être avoir des photos un peu plus originales. Par contre, il faut des fois, ça fait partie des inconvénients de la photo animalière, c'est que vous partez souvent bredouille. Donc moi je me contente d'un rouge-gorge, mais c'est vrai que des fois on voit pas grand-chose, quoi. Ou je les vois mais de loin, donc c'est vrai que des fois c'est pas forcément évident. Donc contrairement à la photo de zoo, on fait des photos un peu plus. Après, quand on a l'habitude des animaux, je trouve moi je fais des photos un peu plus classiques. Le chevreuil, je vois toujours dans le même sens. Moi ça me trouve à peu près pareil, mais bon, je veux dire, ça reste un peu plus original que de le voir dans un parc. Enfermé, c'est pas forcément intéressant. Là, il est en pleine liberté. Et puis voilà, donc en fait, c'est pas la même chose. Ça n'est pas la même chose. Là, vraiment, il est en liberté. Vous pouvez le voir en train de manger. Il est en face de vous. Des fois, quand il va vous avoir repéré, il va se méfier, il va commencer à vouloir se sauver. Mais suivant votre comportement, il peut très bien rester aussi un petit peu là. Donc l'inconvénient après, c'est de pas avoir de plaisir à voir l'animal vivre en liberté. Donc c'est surtout ça. Donc après, vous n'avez pas forcément de surprise quand vous arrivez sur une zone, hein, donc vous avez toujours la même chose devant vous, toujours les animaux en zoo, en parc. C'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. En dehors des périodes de nourrissage, les animaux ils sont très peu actifs, ils dorment la plupart du temps ou ils font pas grand chose. Ça, c'est pas évident de voir les animaux en train de bouger. Regarde, même que Didier il prend la pause là. Regarde. Là c'est une photo originale quand même. Didier, t'assures. Je pensais que c'était en haut à droite. Non, c'était GG là-haut. C'est GG là-haut en train de sucer son pouce avec sa noix de coco. GG. Alors, difficulté à faire des photos à travers les grillages et les vitres, donc c'est vrai que c'est pas évident, donc il existe toujours des petits trucs, des petites astuces pour faire ça, mais c'est pas forcément super intéressant de faire des photos avec le grillage derrière, ou devant, ou des choses comme ça. Il y a quand même une petite zone, un peu de flou, mais bon, ça fait un peu, c'est pas forcément intéressant. Difficulté souvent à se mettre au même niveau que les yeux, en plus ça fait des emplacements prédésignés pour faire des photos. Des fois les animaux sont sur le coin, donc c'est pas tellement intéressant. Et puis le sol, vraiment il est pas mal abîmé, c'est un zoo, il n'y a que du passage, donc en fait c'est pas forcément... Et souvent derrière on a les autres allées avec du public. Voilà, donc c'est pas forcément très très intéressant. Donc voilà, donc après, moi je vous conseille de sortir, hein, comme je vous ai dit, vous vous mettez au bord d'un bois, vous faites un petit affût. Vous verrez peut-être des choses, peut-être rien, et puis peut-être qu'un jour vous verrez un renard passer ou des choses comme ça. Voilà, je pense que vous avez plus de choses à voir, même si vous ne faites pas de photos, je pense que vous verrez des choses qui vont vous remémorer des choses, ils vont voir des choses plus intéressantes que de voir des photos en zoo. Après, il y a certains parcs animaliers, malgré tout, qui sont quand même assez intéressants. Je pense à Monique et Jean-Pierre Gasque qui avaient fait les loups. Je ne connais pas ces gens. Tu connais pas ces gens-là? C'est normal, ça fait longtemps que tu ne les as pas vus. Qui ont fait les loups. Voilà, ça reste quand même s'ils ne sont pas à l'état sauvage, malgré tout, on n'est pas non plus dans un environnement de zoo classique, de type zoo de Vincennes. Il faut aussi choisir effectivement le parc animalier qui permettra de faire de plus jolies photos dans un environnement un peu plus sympathique qu'effectivement un zoo classique, quoi. Enfin, moi je préfère sortir. Donc on va organiser une sortie pratique. Donc espace Rambouillet, puisque c'est juste à côté, et puis en plus on n'a pas forcément d'avantage là, mais bon, on devait en avoir normalement là pour le mois de mai. C'était les naissances, mais bon, sauf qu'avec le Covid, c'est pas gagné. Donc voilà, donc au pire, on organisera ça si le parc animalier ouvre, en sachant que normalement, ils voulaient faire une sortie pour les naissances que pour les photographes. Donc si c'est comme le Brame du Cerf, on était quoi, une vingtaine, une trentaine. Pour 180 hectares, c'est pas mal. Et puis après, je pense qu'il y aura le Brame aussi au mois de septembre-octobre. Donc pareil, on vous en mettra tout ça en ligne si vous voulez faire des sorties. Donc après, il y a tout ce qu'il faut emmener, tout ce qu'il faut prévoir. Si on veut manger là-bas, donc on verra ça sur le moment. On vous mettra tout ça en ligne.
Puis mais les horaires, je suis pas sûr que ce soit encore bon de toute façon. Donc on verra ça à ce moment-là. Et le tarif de 15 €, c'est selon la période en fait. Ouais, et puis si on a un grand groupe, on peut faire moins cher. Ouais. Mais c'est très intéressant en tout cas d'aller faire de la photo à l'espace Rambouillet. C'est bien pour pratiquer. C'est très bien. Et ça, je crois que c'est que les photos. Moi, soit des photos du parc. Alors, après les idées sorties dans le coin, vous avez l'aquarium de Paris, la serre aux papillons, qui se trouve à côté de la queue en Yvelines, je crois. Oui, c'est ça. Il y a les parcs aux félins dans le 77. Très très bien. Il y a le zoo de Thoiry dans le 78, il y a le zoo de Paris et il y a l'espace Rambouillet. Donc voilà, donc on est affilié avec Festi-Photo et donc on a de temps en temps des petits avantages, des petits trucs qu'on peut faire à l'espace Rambouillet. Et c'est vraiment très très sympa. Ensuite, je vous ai mis tous mes liens. Alors j'ai pas mis ce que c'était parce qu'il y en a tellement. En fait, ça fait partie, c'est des liens avec comment ça s'appelle bien, des personnes qui font des sortes de tutos, des trucs, comment ça s'appelle Une chaîne YouTube, non ? des chaînes YouTube en fait, où ça parle principalement de photos, d'animalier, de plein de choses comme ça. Donc ça vous permet de voir. Bon, il y en a beaucoup d'autres, mais en fait, ceux-là, je crois que c'est les principaux. Je les regarde tout le temps. Et en fait, j'apprends plein de trucs à chaque fois, donc c'est super sympa. Puis même si j'apprends rien, bah écoute, c'est toujours un super plaisir de voir plein de choses avec ça. Des nouveaux animaux, des choses comme ça. Donc ça, c'est des photos que j'ai réalisées dans les 40 km autour. Donc voilà. T'es sorti de la zone Covid, hein. C'était avant le Covid. Donc des choses qu'on voit, qui sont faciles à voir en fait, mais il faut savoir être patient. Et puis ça, c'était des photos de Julie Pomme qu'elle m'avait envoyées, en sachant que j'allais faire la présentation. Et donc ça, c'était fait au zoo de Beauval. Très beau. Et je crois que c'est tout. Tu peux couper, c'est dans la boîte. Merci à tous et bonne soirée. Merci, à la prochaine.